normal. Vous avez ici le plan, le trajet des spermatozoïdes, le transit utérotubaire, l'interaction gamétique, la fusion des gamètes, l'activation de l'œuf et la restauration de la diploïdie. Commençons par le trajet des spermatozoïdes. Ce trajet est très important pour la fertilité pour deux raisons. D'une part, c'est une condition de rencontre des gamètes. D'autre part, c'est un moment de maturation pour les spermatozoïdes. Ce trajet explique effectivement beaucoup d'infertilité. Première situation, fréquente il y a quelques années, moins fréquente maintenant, l'obstruction tubaire. C'est une pathologie qui est souvent consécutive à une infection et dans ce cas, lorsque la trompe est obstruée, ovocytes et spermatozoïdes ne peuvent se rencontrer. C'était l'indication majoritaire des fécondations in vitro au tout début de la fécondation in vitro. Mais vous avez d'autres situations. Vous avez des pathologies de la glaire cervicale qui est sécrétée au niveau du col de l'utérus, peut être une barrière et peut être aussi, à l'inverse, très favorable à la fécondation en étant un lieu d'accueil et de conservation pour les spermatozoïdes. La rencontre des gamètes, elle peut être rendue impossible également par certaines pathologies spermatiques qui ne permettent pas aux spermatozoïdes d'arriver sur le lieu de la fécondation. Enfin, ce trajet est le moment du conditionnement des gamètes. On verra quelque chose de très important qui est la capacitation des spermatozoïdes pour la fécondance. Et on verra également la maturation ovocytaire, nucléaire d'une part, cytoplasmique également, qui est importante également pour l'avenir de l'œuf. Le trajet. 200 à 300 millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin. La fécondation aura lieu dans l'ampoule tubaire, portion élargie de la trompe. Ils seront quelques centaines à être présents à ce niveau. Les spermatozoïdes doivent donc remonter toute la totalité des voies génitales et la mobilité est évidemment très importante. Le milieu de survie est aussi crucial, en particulier le pH de ce milieu. Le pH du vagin, qui est le lieu d'accueil au tout début des spermatozoïdes, est trop acide. Ce pH est néfaste pour la survie des spermatozoïdes qui pénètrent aussitôt dans la glaire cervicale. Après une minute, on retrouve déjà des spermatozoïdes dans la glaire. Après 10 à 30 minutes, on les retrouve dans l'ampoule tubaire, mais ils peuvent être beaucoup plus lents et séjourner 1 à 2 jours dans la glaire avant de remonter vers l'ampoule. Un rapport peut donc être fécondant dans les 48 heures avant une ovulation, voire davantage. Comme on ne sait jamais exactement quand va avoir lieu l'ovulation, les méthodes de contrôle des naissances qui sont basées uniquement sur le repérage de cette ovulation sont risquées, un rapport précédant l'ovulation étant souvent fécondant. La glaire cervicale est essentielle pour la fertilité. Elle est sécrétée, je vous le rappelle, par les glandes de la muqueuse du col. Elle est le lieu de passage des spermatozoïdes, de tri de ces spermatozoïdes, mais également un lieu de stockage. Les caractéristiques de la glaire varient en fonction du cycle, en fonction en fait de l'imprégnation hormonale, la quantité, l'aspect, la filance, mais aussi le pH de la glaire varie. Cette glaire comporte des glucides et des protéines. Elle est organisée en réseaux à mailles variables, comme vous le voyez ici, et en période périovulatoire, les mailles sont larges, laissant les spermatozoïdes traverser, alors qu'en période post-ovulatoire, les mailles sont beaucoup plus resserrées et la glaire forme une sorte de bouchon imperméable aux spermatozoïdes. On dit que les spermatozoïdes ne peuvent traverser la glaire qu'entre J-2, l'ovulation, et J+1. C'est le moment également où le col est ouvert. Les spermatozoïdes ont à ce niveau un mouvement très particulier, progressif, et ils vont nager entre les mailles du filet. Le déplacement des spermatozoïdes est un facteur crucial pour la fertilité. Ils se déplacent d'une part à ce niveau par leur mouvement propre, bien sûr, je viens d'en parler, mais aussi par les contractions du col, qui sont maximum au moment de l'ovulation. Les spermatozoïdes peuvent être retenus dans les cryptes cervicales
et ensuite relarguer et reprendre le cours de leur voyage. Tout ça augmente les chances de rencontre des gamètes. Parlons maintenant du rôle de filtre de la glaire cervicale. Eh bien, de nombreux éléments vont rester dans le vagin. Les spermatozoïdes morts, immobiles, les spermatozoïdes portant des anomalies grossières, les cellules germinales, les macrophages, les bactéries, le liquide séminal. La glaire est également un filtre pour les infections, protégeant l'utérus et la trompe, protection partielle certes, mais néanmoins importante. On dit que 1 à 2% des spermatozoïdes traversent la glaire. Ainsi, si 200 millions de spermatozoïdes sont déposés dans le vagin, 2 millions vont traverser la glaire, débarrassés de leur liquide séminal. On mime cette étape importante par un test au laboratoire, qui est un test diagnostique de la fertilité masculine. C'est ce qu'on appelle le test de migration-survie. Dans ce test, la glaire est remplacée par un gradient de billes. On dépose un échantillon de sperme sur ce gradient et on voit, après centrifugation, combien de spermatozoïdes ont réussi à traverser. Le nombre de spermatozoïdes mobiles ainsi récupérés est un élément important du diagnostic de la fertilité masculine. La suite du transit utéro-tubaire va avoir lieu grâce aux contractions musculeuses utérines, grâce au mouvement propre des spermatozoïdes et également grâce au pouvoir attractif du liquide tubaire. À ce niveau, il y a également phagocytose des éléments triés. Nous allons voir ici une phase importante de la maturation des spermatozoïdes, c'est la capacitation. C'est un préalable absolument indispensable à la fécondance. C'est en fait une sensibilisation du spermatozoïde qui va avoir un mouvement spécifique, qui va pouvoir se fixer sur la zone pellucide et effectuer sa réaction acrosomique. Au cours de leur transit dans les voies génitales masculines, en particulier dans l'épididyme, les spermatozoïdes ont absorbé sur leur membrane des glycoprotéines qui les ont rendus inaptes momentanément à la fécondation, par une stabilisation de la membrane et un blocage des récepteurs de surface. Les spermatozoïdes sont dits décapacités. Il faut retirer ces facteurs dits décapacitants et c'est la première étape de la capacitation dans les voies génitales féminines. Cela entraîne une diminution de la rigidité de la membrane plasmique, une sortie du cholestérol, une hyperpolarisation membranaire. Il y a également une redistribution du contenu ionique et métabolique intracytoplasmique. Les spermatozoïdes deviennent sensibles aux enveloppes ovocytaires et sont capables d'effectuer l'étape suivante, la réaction acrosomique. Phénomène qui peut également être reproduit in vitro. Alors cet aspect de protection, disons, des spermatozoïdes est parfois difficilement compris. Pour comprendre cette étape, il faut se rendre compte du fait que la réaction acrosomique trop précoce rend le spermatozoïde inapte à la fécondation. Donc cette décapacitation, c'est en fait une protection du spermatozoïde qui est stabilisée et qui ne réalisera, s'il est fécondant, sa réaction acrosomique qu'au contact de la zone pellucide. C'est donc une protection en fait. La suite de l'aventure du spermatozoïde, ça va être la fécondation. La première étape de l'interaction gamétique est la traversée du cumulus oophorus qui entoure l'ovocyte. Les spermatozoïdes sont tout d'abord pris au piège parce que le cumulus obstrue l'ampoule et ils vont donc en quelque sorte heurter le cumulus. Ils vont s'insinuer dans les espaces intercellulaires, mais la matrice extracellulaire bloque les spermatozoïdes. Certains spermatozoïdes vont effectuer leur réaction acrosomique à ce moment-là.
et libérer le contenu acrosomial qui va entraîner une dissociation du cumulus. Ensuite, un certain nombre de spermatozoïdes vont pouvoir pénétrer dans le cumulus, puis celui-ci va se rétracter, les espaces intercellulaires se rétrécissent et les spermatozoïdes qui arrivent après ne peuvent plus rentrer. Ainsi, vous voyez qu'il y a plusieurs vagues de spermatozoïdes. Les spermatozoïdes qui ont subi la réaction acrosomique à distance de la zone pellucide facilitent l'arrivée des suivants, mais ne peuvent être fécondants. C'est donc un travail d'équipe. Les spermatozoïdes fécondants sont suivis de spermatozoïdes qui, eux, restent à l'extérieur car ils ne peuvent rentrer dans l'espace intercellulaire entre les cellules du cumulus. La deuxième étape de l'interaction gamétique est la fixation des spermatozoïdes à la zone pellucide. La zone pellucide est le lieu de la réaction acrosomique pour les spermatozoïdes fécondants. Trop tôt ou trop tard, une réaction acrosomique est inefficace. La reconnaissance du spermatozoïde et de l'ovocyte est due à des molécules complémentaires portées par les deux gamètes. Et la zone pellucide est la zone de reconnaissance spécifique d'espèces. Ainsi, on ne peut obtenir de fécondation hétérospécifique entre deux espèces différentes grâce ou à cause de la zone pellucide. Les membranes du spermatozoïde présentent des sites d'affinité pour des molécules localisées dans les enveloppes de l'ovocyte et on a décrit un certain nombre de molécules tant dans les cellules du cumulus que dans la zone pellucide. Ces deux structures, zone pellucide et cumulus oophorus, forment une unité fonctionnelle assurant et contrôlant l'interaction gamétique. Je vous parlerai de trois groupes principaux de glycoprotéines présents dans la zone pellucide, ZP1, ZP2 et ZP3. Ces trois glycoprotéines sont capables de se lier avec des protéines du spermatozoïde et on suppose qu'elles sont synthétisées par l'ovocyte. ZP2 et ZP3 sont associés en alternance et forment des filaments reliés entre eux par la ZP1. Deux autres molécules sécrétées par les cellules du cumulus et présentes dans la matrice intercellulaire ont été identifiées. Elles sont capables de réagir spécifiquement avec le spermatozoïde, mais leur rôle étant moins bien connu, je les passerai sous silence. Parlons donc de ZP3. Dans un premier temps, la première étape de reconnaissance et d'attachement du spermatozoïde à la zone pellucide, c'est la liaison entre ZP3 et la galactosyltransférase, protéine située sur la membrane externe supra-acrosomique. Cette fixation, dite primaire, se fait avec un spermatozoïde à acrosome intact, et c'est la ZP3 qui va induire cette réaction acrosomique. Toutefois, cette induction de la réaction acrosomique ne peut se réaliser si le spermatozoïde n'a pas subi sa capacitation. Donc, réaction acrosomique possible uniquement sur un spermatozoïde capacité. Dans un deuxième temps, lorsque la réaction acrosomique s'est produite, nous avons la fixation secondaire, qui peut se faire entre un récepteur présent sur la membrane interne de l'acrosome et ZP2. Il existe bien d'autres systèmes de protéines dans d'autres régions de la surface du spermatozoïde capables de se fixer avec des glycoprotéines de la zone pellucide. Il y a des liaisons successives qui peuvent avoir un rôle dans le passage du spermatozoïde dans la zone pellucide, mais nous les laisserons de côté. Parlons plutôt de l'acrosome. L'acrosome est un sac aplati, intact, visible sur cette diapositive suivante, qui recouvre largement la moitié antérieure de la tête du spermatozoïde. L'étude de sa morphologie peut être appréciée en microscopie photonique, après coloration de frottis de spermatozoïdes, et figure parmi les caractères qualitatifs discriminants de la fertilité masculine. La microscopie électronique apporte des détails
et montre qu'il y a une membrane externe de cet agrosome en rapport avec la membrane plasmique du spermatozoïde et une membrane interne qui fait face à la membrane nucléaire. Entre ces deux membranes, nous avons la matrice acrosomique qui est très riche en enzymes hydrolytiques et protéolytiques, et le processus d'exocytose de ce contenu représente la réaction acrosomique. Les différentes étapes de cette réaction acrosomique sont figurées sur ces schémas qui correspondent aux vues de microscopie électronique. Vous avez tout d'abord un gonflement diffus de la matrice acrosomique, puis vous avez une fusion ponctuelle de la membrane acrosomique externe et de la membrane plasmique en plusieurs points. Ceci donne lieu à la formation de vésicules dont le contenu se disperse, aboutissant à la libération des enzymes, principalement acrosine et hyaluronidase. In vivo, la réaction acrosomique est induite au contact de la zone pellucide, après reconnaissance et liaison avec la ZP3, qui agit comme ligand pour des récepteurs de la membrane plasmique d'un ou plusieurs spermatozoïdes. Le rôle de la réaction acrosomique est physiologiquement important, vous l'avez compris. Et les enzymes acrosomiques sont physiologiquement importantes pour la fécondance. Ainsi, un certain nombre de tests ont été développés pour évaluer la capacité des spermatozoïdes éjaculés à effectuer leur réaction acrosomique. Il faut cependant noter que lors des techniques d'assistance médicale à la procréation sophistiquées, comme la micro-injection directe d'un spermatozoïde à l'intérieur du cytoplasme ovocytaire, cette étape est totalement court-circuitée. Nous y reviendrons. Nous sommes toujours dans la physiologie et l'étape suivante est la pénétration du spermatozoïde dans la zone pellucide qu'il doit donc traverser. Il y a deux actions, l'une enzymatique, l'autre mécanique, qui sont importantes. L'action enzymatique, c'est l'action de l'acrosine qui est libérée lors de la réaction acrosomique. Cette acrosine va hydrolyser non seulement la matrice extracellulaire du cumulus, comme on l'a vu, mais aussi la ZP1, libérant ainsi les filaments ZP2, ZP3 et diminuant donc la résistance de la zone pellucide. Il y a une action mécanique puisque le mouvement hyperactif du spermatozoïde va l'aider à pénétrer la zone pellucide. Voici donc une image de cette traversée de la zone pellucide. Nous arrivons ensuite à l'étape de fusion des gamètes. Cette fusion des gamètes débute par le segment équatorial post-acrosomique sur le spermatozoïde. Et l'autre élément important à savoir, c'est que la pénétration du spermatozoïde dans l'ovocyte et son incorporation au cytoplasme ovocytaire est complète chez l'humain, contrairement à ce qui se passe dans d'autres espèces. Vous avez ici quelques schémas qui vous montrent la fusion entre le spermatozoïde et la membrane ovocytaire. Je dirais simplement que ce sont des mécanismes très généraux de fusion entre cellules, qu'il n'y a pas de réelle spécificité. Et nous allons passer à l'étape suivante. Vous avez un résumé des points importants sur le sujet de la fusion. L'étape suivante, donc, c'est l'activation de l'œuf. Première chose à savoir, le signal d'activation de l'œuf, donc de remise en marche du cycle cellulaire, il fait suite à la fusion et il provient du spermatozoïde. La membrane ovocytaire est recouverte de microvillosités qui vont entourer la tête du spermatozoïde. Le mécanisme d'activation est pas toujours complètement connu, mais ce qu'on observe, c'est une augmentation du pH intracellulaire associée à un afflux de calcium intracellulaire de l'ovocyte
et un accroissement du métabolisme cellulaire et un accroissement de la synthèse des protéines. La méiose va être reprise et on peut remarquer que les mitochondries, si elles proviennent essentiellement de l'ovocyte, peuvent provenir également du spermatozoïde, puisqu'on retrouve dans le zygote des mitochondries d'origine spermatique. Certaines anomalies du spermatozoïde ne permettent pas cette activation. C'est ainsi que certains globozoospermes, les spermatozoïdes à tête ronde, peuvent manquer de ce facteur d'activation, qui est donc proche de l'acrosome. Cette diapositive vous rappelle la reprise de la méiose avec la sortie donc du deuxième globule polaire qui en atteste. Nous allons voir les signes de régulation de la monospermie. La monospermie, elle est régulée par l'extrusion des granules corticaux. Ce mécanisme n'est pas toujours complètement efficace, il dépend en fait du nombre de spermatozoïdes qu'il y a autour de l'ovocyte. Dans les tout premiers temps de la fécondation in vitro, on mettait beaucoup de spermatozoïdes autour de l'ovocyte et on avait beaucoup de fécondation polyspermique. On a pu montrer qu'en diminuant le nombre de spermatozoïdes déposés autour des ovocytes, on augmentait les fécondations avec juste 2 pronoyaux, un seul spermatozoïde fécondant, et on diminuait les polyspermies. Donc une régulation par extrusion des granules corticaux, mais une régulation qui peut être dépassée s'il y a trop de spermatozoïdes. Ensuite, on va avoir la formation des pronoyaux. Alors, il y a 2 pronoyaux, évidemment. L'un qui provient de la décondensation du noyau spermatique. Le noyau du spermatozoïde va subir différentes modifications. L'enveloppe nucléaire va disparaître, la chromatine va se décondenser et les protéines nucléaires vont être modifiées. Les protamines vont être remplacées par des histones qui sont de type somatique. Toutes ces modifications sont sous la dépendance de facteurs cytologiques ovocytaires, du cytoplasme ovocytaire, qui est important pour la maturation de ce noyau. Si l'ovocyte est immature, on va avoir un cytoplasme immature et on va avoir une anomalie de la fécondation qu'on appelle la condensation prématurée des chromosomes spermatiques. C'est-à-dire que la tête, au lieu de se décondenser, et on va le voir tout de suite, de faire une synthèse d'ADN, va tout de suite condenser ces noyaux, et là, ça va être un blocage immédiat du développement. Les pronoyaux se développent indépendamment l'un de l'autre. Ils sont attirés au centre par le spermastère, et on observe très finement et leur position. La meilleure position est une position centrale, telle que c'est figuré sur ce dessin. On observe également les nucléoles qui sont bien visibles et dispersés sur ce schéma. Tout cela donne des critères de viabilité pour le zygote et donc pour le futur embryon. Un aspect excentré des pronoyaux est défavorable à l'avenir de ce zygote. Ensuite, les lots chromosomiques vont se mélanger et on va avoir le premier fuseau de division mitotique qui est figuré ici. C'est ce qu'on appelle l'étape de l'amphimixie. Nous abordons maintenant les fécondations anormales et les fécondations assistées. Alors, nous verrons tout d'abord les fécondations altérées. Nous ferons un petit panoramique de l'infertilité et des techniques d'assistance médicale à la procréation. Alors, les triploïdies, c'est le premier type de fécondation altérée. 2 origines, soit un des pronoyaux
supplémentaire est d'origine paternelle, donc 2 spermatozoïdes ont fécondé, c'est une polyspermie, soit un globule polaire est retourné à l'intérieur de l'ovocyte, ou bien n'en est pas sorti, c'est ce qu'on appelle la non-extrusion, et donc le pronoyau supplémentaire est d'origine maternelle. Tout cela donne des zygotes qui ont une survie très limitée, le plus souvent des fausses couches spontanées. Très rarement, l'embryon peut arriver jusqu'à la naissance, mais meurt très vite. Donc il n'y a pas d'enfant triploïde, ce n'est pas connu. Ce qu'on appelle la digynie, c'est la fécondation avec de l'eau maternelle. Les autres fécondations altérées, alors il y a des fantaisies de la nature. Vous avez parfois des fécondations de l'ovocyte et du globule polaire avec 2 spermatozoïdes différents, et après vous avez une agglomération de ces 2 embryons. C'est ce qu'on appelle une chimère. Une chimère, c'est une association de 2 individus qui se sont réunis pour former un seul individu, mais avec 2 zygotes à l'origine. Donc ça, ce sont, disons, des curiosités, je dirais. Les fécondations altérées. Bien, ce qu'on voit le plus souvent, nous, en infertilité, ce sont les échecs de fécondation avec des spermatozoïdes qui vont soit ne pas du tout se fixer sur la zone pellucide, soit se fixer en petit nombre. Les caractéristiques spermatiques sont très importantes à ce niveau. Nous avons aussi des situations où l'ovocyte est immature, n'a pas sorti son globule polaire, ou bien des ovocytes qui ont un cytoplasme immature. Et là, l'anomalie observée sera ce que j'expliquais tout à l'heure, la décondensation du noyau spermatique qui ne se fait pas normalement, mais qui aboutit au contraire à une condensation des chromosomes plutôt qu'à une chromatine lâche. Un petit résumé de l'infertilité. Vous voyez que les causes des infertilités sont multiples, avec des situations où le facteur masculin est prédominant, 20%, féminin prédominant, 33%, association des deux, pas loin de 40%, et enfin, cause indéterminée, infertilité idiopathique, 8%. Ces proportions évoluent avec le temps. Disons que les infertilités masculines semblent augmenter, sans doute en raison des caractéristiques environnementales de notre société. L'infertilité peut donc avoir différentes causes. Première cause, la diminution, voire l'absence de production des gamètes. Chez l'homme, on parle d'oligospermie lorsqu'il y a soit au total moins de 40 millions de spermatozoïdes dans un éjaculat, soit une concentration inférieure à 20 millions de spermatozoïdes par millilitre. Dans ce cas, donc, c'est une oligospermie. Ce qu'on appelle une azoospermie, c'est une absence complète de spermatozoïdes dans l'éjaculat. Chez la femme, on observe beaucoup plus difficilement les gamètes, les ovocytes humains sont difficilement accessibles, et ce qu'on voit surtout, ce sont les modifications du cycle. On parle d'aménorrhée lorsqu'une femme n'a pas de cycle, et cela correspond à une absence d'ovulation, et on parle de ménopause précoce lorsqu'il y a un effondrement prématuré du fonctionnement ovarien, et donc un arrêt prématuré des cycles. Une autre situation est celle où les gamètes sont présents mais anormaux. Ainsi, les spermatozoïdes peuvent être en nombre suffisant, mais avec une mobilité insuffisante, c'est-à-dire un pourcentage de spermatozoïdes mobiles diminué, ou bien des formes anormales, donc un pourcentage d'atypie augmenté. Les classifications concernant la morphologie du spermatozoïde sont nombreuses et donc je ne donnerai pas de seuil sur le pourcentage des atypies. Concernant les ovocytes, c'est beaucoup plus discret, mal connu. On repère bien sûr les anomalies nucléaires par l'absence de sortie du globule polaire. Bien sûr, on ne repère pas
le contenu chromosomique, de façon non invasive en tout cas. Et on sait qu'il y a un certain nombre d'anomalies visibles sur ovocytes vivants concernant le cytoplasme et les organismes de ce cytoplasme. Mais la signification de ces anomalies est beaucoup moins bien connue. Troisième situation, je vous en ai déjà dit un mot, c'est l'impossibilité de la rencontre des gamètes. Chez l'homme, c'est un obstacle sur les voies excrétrices, par exemple la génésie des déférents, ou bien un obstacle lié à une inflammation. Chez la femme, c'est un obstacle sur les trompes, et là, le plus souvent, c'est une conséquence d'une infection ancienne. Ensuite, on peut avoir une absence de fécondation. Il s'agit souvent d'une incompatibilité au niveau de l'interaction gamétique. Les contacts entre les gamètes se passent mal, pas de bonne reconnaissance des récepteurs et des molécules des uns et des autres. Mais le plus souvent, il s'agit d'une diminution des caractéristiques spermatiques qui explique cette absence de fécondation. La dernière situation est celle pour laquelle nous avons le plus de soucis, le moins de solutions, ce sont les échecs d'implantation. Ce sont ces couples chez qui des embryons, éventuellement morphologiquement tout à fait normaux, sont obtenus, mais ces embryons ne s'implantent pas. On en reparlera dans la suite du cours, mais c'est une situation compliquée. Les thérapeutiques découlent des causes de ces infertilités. S'il y a une infection, bien sûr, il faut la traiter. Si une chirurgie peut solutionner le problème de trajet, il faut le faire. Et enfin, une situation fréquente chez les femmes, ce sont des cycles sans ovulation. Une stimulation de l'ovulation peut être la solution. Lorsque ces traitements sont impossibles ou inutiles, eh bien, on passe à l'aide médicale à la procréation. Alors là, très schématiquement, trois techniques qui existent. Soit une simple préparation des spermatozoïdes qui sont déposés à l'intérieur de la cavité utérine, c'est l'insémination intra-utérine. Soit un contact entre les ovocytes et les spermatozoïdes dans un flacon de culture, c'est la fécondation in vitro. Soit une micro-injection intracytoplasmique du spermatozoïde, c'est ce qu'on appelle l'ICSI. L'ICSI correspond au terme anglais intracytoplasmic sperm injection. Vous avez ici un schéma de l'insémination intra-utérine et vous voyez le cathéter qui va jusqu'à l'intérieur de la cavité utérine et les spermatozoïdes sont ainsi déposés dans l'utérus. Ce sont des spermatozoïdes préparés, bien sûr, concentrés et sélectionnés. La fécondation in vitro est ici schématisée. Deux étapes, stimulation de l'ovulation et ponction des follicules avec les ovocytes à l'intérieur, puis mise en contact des gamètes, après également une préparation des spermatozoïdes. Est ici sur la droite, et vous voyez que c'est une petite pipette, en fait, qui est au bout d'un micromanipulateur sous un microscope inversé. Cette micropipette va permettre l'injection d'un spermatozoïde directement dans le cytoplasme ovocytaire. Et après, la suite de la culture et de l'observation des embryons est identique. On utilise la technique de fécondation in vitro classique, dite conventionnelle, ou bien l'ICSI, la micro-injection intracytoplasmique. Quelques mots sur les indications et les résultats. Les indications, fort heureusement, nous avons de plus en plus de prévention des infections. Et donc, il y a moins d'infections, donc moins de blocage des voies excrétrices à cause de ces séquelles d'infection. Moins d'indications féminines tubaires en particulier. Mais par contre, nous avons davantage d'indications masculines avec une participation de plus en plus importante des causes épigénétiques et génétiques. Les causes génétiques
donc, sont liées à des anomalies génétiques qui sont à l'origine des infertilités. Les causes épigénétiques correspondent à des interactions entre un environnement défavorable et un génome qui, du coup, ne fonctionne plus normalement. Donc, c'est lié à un problème d'environnement. Les résultats dépendent de nombreux paramètres, en particulier de l'âge de la femme. L'âge de l'homme intervient beaucoup moins. Vous voyez qu'en gros, on a 25-30% de succès par cycle en fécondation in vitro, qu'elle soit classique ou ICSI, et 15-20% en insémination intra-utérine. Vous me direz, pourquoi fait-on des inséminations intra-utérines? Parce que ça marche moins bien. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple pour la dame qui a des traitements beaucoup moins forts. En insémination intra-utérine, le but est simplement de contrôler le moment de l'ovulation, pas de faire plusieurs ovocytes aux dames. Enfin, ces techniques d'AMP posent un grand nombre de questions et sont l'objet d'un encadrement réglementaire important. Les deux points surveillés, c'est d'une part la sécurité des pratiques pour les patientes. Les traitements de stimulation d'ovulation qui sont utilisés actuellement sont de moins en moins risqués pour les patientes. Le risque majeur, c'est l'hyperstimulation, c'est que ça marche trop fort, si vous voulez. Les risques à long terme qu'on surveille, c'est la fréquence des cancers féminins, je dirais, comme un petit peu, c'est le même souci qu'on a un petit peu pour tous les traitements hormonaux chez la femme. Mais il y a aussi une question de sécurité pour les futurs enfants, un registre des malformations observées à la naissance, un suivi dans la mesure du possible à long terme de ces enfants pour vérifier qu'on n'a pas de pathologie induite par l'aide médicale à la procréation. Ces pathologies éventuellement induites et ces risques, ils peuvent être liés soit à des facteurs génétiques, lorsque l'infertilité est associée à une cause génétique, soit à des facteurs épigénétiques, j'en ai déjà parlé, mais plus simplement et plus fréquemment, ces risques sont liés à des grossesses multiples, ce qui conduit à transférer le plus souvent un seul embryon, car les grossesses gémellaires, voire triples, sont beaucoup plus risquées et pour la maman et pour les bébés. Enfin, on surveille tout de même ces techniques d'assistance médicale à la procréation, parce qu'en elles-mêmes, on ne peut pas tout à fait, comme ça, les innocenter, et il faut vérifier qu'elles ne comportent pas des risques. Ce sont des travaux qui sont toujours en cours. C'est essentiellement l'agence de biomédecine qui est responsable de toute cette surveillance, mais il y a aussi tout un système d'autorisation, technique par technique, qui est donné en France. N'importe qui ne peut pas faire de l'aide médicale à la procréation, il faut une autorisation particulière. Ici, vous avez les livres qui pourront vous aider dans les cours d'embryologie, et je vais maintenant passer à la suite, c'est-à-dire à la segmentation. La segmentation est donc l'étape suivante. Vous avez ici le plan de cette fin de cours sur la segmentation avec les données morphologiques. Je décrirai morphologiquement cette étape du développement. Puis nous parlerons de l'expression du génome, de l'ovocyte, du spermatozoïde et de l'embryon, parce qu'il y a une sorte de passation de pouvoir avec mise en route du génome embryonnaire pendant la phase de segmentation. Nous verrons ensuite le métabolisme embryonnaire, in vivo et in vitro. Nous parlerons des régulations possibles à cette étape. Nous parlerons des échecs de développement avec les anomalies génétiques et les arrêts de développement. Et enfin un mot sur l'intérêt médical des cellules souches embryonnaires. D'abord, la description morphologique de cette étape de segmentation. Un mot sur l'organisation des divisions. Ces divisions mitotiques sont organisées par le centre organisateur des microtubules
qui provient du centriole proximal du spermatozoïde. C'est ce qu'on appelle le COMT. Il organise les 2 ou 3 premières divisions et ce n'est que plus tard que des centrioles classiques réapparaissent, donc au bout de 2 à 3 divisions. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pendant toute cette période, l'embryon va se déplacer, puisque cette période est contemporaine de la migration tubaire. Enfin, il faut garder à l'esprit que ces divisions se font à volume total constant, à diamètre total constant, ce qui fait que les cellules sont de plus en plus petites. On leur donne un nom, on les appelle les blastomères. L'embryon se déplace grâce au brassage du liquide tubaire par les cellules ciliées, mais aussi grâce au péristaltisme lent de la trompe qui donc se contracte et fait en quelque sorte descendre l'embryon. Alors les caractéristiques générales, on peut les résumer telles que cela est écrit sur votre diapositive. Cette segmentation, elle est totale, c'est-à-dire que l'ensemble de l'œuf se segmente. Elle est lente, elle est grosso modo égale. On ne voit pas vraiment de différence importante entre de très gros blastomères et de très petits blastomères. Et elle est dite asynchrone. Ça veut dire qu'on n'a pas toujours des nombres pairs de blastomères, mais qu'il peut y avoir des vitesses de clivage différentes selon les blastomères, et donc des stades avec des nombres impairs de blastomères. Une notion récente, c'est que le programme de différenciation et le programme qui assure le devenir des blastomères, il est extrêmement précoce. Et ce sont les plans de clivage qui vont déterminer le devenir de ces blastomères. Le programme, en fait, commence par l'acquisition d'une polarité. Vous avez ici un zygote avec 2 pronoyaux. Vous voyez qu'il reste dans sa zone pellucide et toute cette étape de segmentation va avoir lieu dans la zone pellucide. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a des spermatozoïdes qui restent encore accrochés à cette zone pellucide. Puis va démarrer le programme de la segmentation. La polarisation de l'ovocyte avec un pôle animal face au globule polaire, un pôle végétal en face, va déterminer le premier clivage. Vous allez avoir 2 blastomères et avec un pôle animal, un pôle végétal, et ensuite la différenciation dépendra de la présence ou non de ce pôle animal et de ce pôle végétal. Les cellules qui donneront le bouton embryonnaire seront des cellules avec un pôle animal et un pôle végétal. Les cellules qui donneront le trophectoderme, le futur placenta, le trophoblaste, sont des cellules qui ont un pôle animal. Les cellules qui donneront les cellules germinales sont des cellules qui ont un pôle végétal. Ainsi, les plans de clivage déterminent le développement. Cela correspond également à des fonctionnements différents des gènes. On connaît certaines molécules qui marquent le devenir de certaines cellules. Ainsi, OCT4 est un marqueur des cellules du bouton embryonnaire et un marqueur de la totipotence, c'est-à-dire de la possibilité de donner tous les types cellulaires pour un blastomère. Bêta-HCG est un marqueur du trophoblaste. Dès le stade 4 cellules, on observe ainsi des différenciations avec un devenir
préférentielle. Vous avez ici la deuxième mitose. C'est dès le stade 16 cellules qu'on remarque des différences entre les cellules les plus externes et les cellules les plus internes avec l'acquisition d'une polarité. Les cellules internes restent totipotentes. Elles correspondent aux cellules qui vont donner le bouton embryonnaire, ce qu'on appelle aussi la masse cellulaire interne. Les cellules externes ne sont plus totipotentes. Elles vont donner le trophectoderme, le trophoblaste. C'est complètement évident morphologiquement dès le stade blastocyste, mais en fait cela apparaît dès le stade 16 cellules. Vous avez ici le stade morula, où vous avez un aspect en boule, et l'événement qui va être morphologiquement évident au stade morula, ça va être la compaction, la disparition de ces membranes intercellulaires que vous voyez encore de façon parfaitement visible sur cette diapositive, mais qui vont disparaître au stade suivant. L'organisation des jonctions va effectivement se modifier. Vous allez avoir des jonctions étanches pour les cellules les plus externes, des jonctions communicantes pour les cellules les plus internes. Les membranes vont produire des protéines d'adhérence qui sont très importantes pour cet aspect de compaction complètement solide. Et il faut noter aussi que la présence de calcium est indispensable. Si vous n'avez pas de calcium dans le milieu, vos blastomères vont s'isoler et sont incapables de donner la compaction. À ce stade-là, on distingue bien deux types de blastomères, centraux et périphériques. L'aspect morphologique, les cellules sont adhérentes entre elles. Morphologiquement, on ne voit plus les limites entre les cellules. C'est un gros paquet, compact. L'étape de la blastogénèse commence au stade 30 blastomères environ. Des lacunes intercellulaires apparaissent et fusionnent pour donner une cavité unique qui va être de plus en plus volumineuse. Ceci résulte d'une différence de pression osmotique. Il y a un courant d'ion sodium et un flux liquidien qui est organisé grâce aux cellules périphériques. Il faut savoir aussi que dans ce liquide, on peut trouver de l'ADN de l'embryon, et ceci est utilisé maintenant pour des moyens diagnostiques. Vous avez ici un schéma du blastocyste. L'embryoblaste est visible en bleu, c'est synonyme de bouton embryonnaire ou de masse cellulaire interne. Il y a plusieurs termes pour désigner la même chose, donc ce sont les futures cellules embryonnaires. Vous avez la cavité du blastocyste et en vert, en périphérie, le trophoblaste. Pour de vrai, et au stade expansé, c'est-à-dire que le blastocyste va grandir et remplir l'ensemble de l'espace, il n'y a plus d'espace périvitellin, le blastocyste va toucher la membrane pellucide. Il grossit. Cela précède le stade suivant, qui est le stade de l'éclosion. Voici l'étape de l'éclosion, grâce d'une part à des contractions de l'embryon et grâce à des protéines lytiques qui détruisent la zone pellucide, l'embryon va sortir de sa pellucide et va grandir puis entrer en contact avec la muqueuse utérine. Voici un schéma de l'étape suivante qui est la nidation ou implantation dont nous parlerons dans un cours suivant. Pour
rester dans notre semaine de segmentation, je voudrais sur cette diapositive vous rappeler quelques points importants. Le rythme des mitoses est un critère de viabilité, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est aussi une caractéristique d'espèce. C'est probablement variable selon on est dans des situations physiologiques ou bien in vitro. C'est pour cela que vous pouvez trouver des chiffres différents selon les bouquins. Mais ce que je voudrais que vous reteniez surtout, c'est la notion de critère de viabilité. Dès le stade pronoyau, nous observons les embryons pour tenter de savoir lequel a les meilleures chances d'implantation. L'évolution synchrone des pronoyaux est le critère le plus précoce. Des pronoyaux qui sont soit excentrés, soit très différents dans leur timing d'évolution sont de mauvais pronostics. Les nucléoles à ce stade sont également observés. Le moment du premier clivage est important. S'il a eu lieu 25 heures après la fécondation, c'est un clivage dit précoce et ça, c'est de très bons pronostics. Plus tard, le pronostic est beaucoup moins bon. Plus généralement, nous avons maintenant des étuves avec des caméras vidéo ou bien des systèmes qui intègrent et une petite étuve et une observation vidéo. Le but étant d'avoir des observations dynamiques des embryons sans ouvrir la porte et de pouvoir faire des statistiques sur les vitesses de développement des embryons et en parallèle les chances d'implantation. C'est ce qu'on appelle le time-lapse. Différents systèmes sont utilisés à l'heure actuelle et c'est un espoir important, surtout en France où nous n'avons guère le droit d'effectuer des examens invasifs pendant cette semaine de segmentation. Un graphe qui vous montre que le rythme de mitose indique aussi les chances d'atteindre le stade blastocyste. Vous avez ici un petit résumé de ce que je vous ai dit sur les premières différenciations au cours de cette semaine, avec les expressions géniques différentes selon la position des cellules et selon les pôles qu'ont ces cellules, en sachant que cette organisation est encore réversible, puisque les jonctions sont encore labiles, puisque les axes peuvent être modifiés et que de très nombreux événements, comme les jumeaux monozygotes, mais comme aussi la destruction de certains blastomères, peuvent survenir. Concernant l'expression du génome, il faut savoir que cette semaine est une période de transition entre une première période, les 3-4 premiers jours où l'embryon vit sur les réserves de l'ovocyte. C'est le génome de l'ovocyte qui est majeur, même si, comme je le disais, le génome du spermatozoïde a des rôles spécifiques et indispensables. Le génome embryonnaire lui-même est globalement mis en route au 4e jour, mais en fait cela dépend des gènes et certains gènes embryonnaires peuvent s'exprimer dès le stade du zygote. Donc c'est une mise en route progressive. C'est très important car tant que le génome embryonnaire n'est pas mis en route, en fait on ne peut guère être efficace en termes de choix de l'embryon à transférer, puisque on peut avoir de grosses anomalies provenant du spermatozoïde et qu'on ne teste en fait que la qualité du génome de l'ovocyte pendant les 3-4 premiers jours. Les protéines concernées sont différentes, variables. Il y a des protéines domestiques, il y a des protéines de différenciation, je vous en ai seulement cité 2. Les gènes du développement sont particulièrement étudiés parce qu'ils vont être à l'origine éventuellement de malformations pour la suite. Et je voulais simplement vous signaler que contrairement à ce qui est dit dans certains livres anciens, l'ARN du spermatozoïde, les ARN plutôt du spermatozoïde ne sont pas complètement inutiles, mais au contraire ont un rôle spécifique et indispensable
au développement précoce. Quelques points concernant l'expression du génome embryonnaire et maternel à ce terme. L'empreinte parentale. Qu'est-ce qu'on appelle l'empreinte parentale? Cela veut dire qu'il y a un marquage différent du génome d'origine paternelle ou maternelle et qu'ils n'ont pas tous les deux le même rôle. Cela a été montré par des reconstructions d'embryons chez la souris avec 2 génomes paternels ou bien 2 génomes maternels. Et ce n'est pas viable. Pour faire un embryon viable, il faut un génome paternel et un génome maternel. Cela passe par un marquage qu'on appelle l'empreinte. Et tout ça est très important pendant cette première semaine du développement. L'inactivation du chromosome X. Vous savez que chez la femme qui a 2 X, en fait, il y a un seul X qui est activé et qu'un seul X est fonctionnel. Ces mécanismes sont très importants pendant cette première semaine. Je ne peux pas vous donner le détail de tout cela, mais c'est une mise en place dès cette semaine qui peut expliquer certains problèmes, disons, d'implantation. D'une façon plus générale, c'est ce qu'on appelle les modifications épigénétiques qui se mettent en place à ce stade-là. Il faut bien comprendre qu'à partir d'un noyau totipotent dans le cytoplasme ovocytaire, eh bien, on va avoir 200 types cellulaires. Et c'est grâce à des interactions entre génome et environnement, dès le stade de l'œuf fécondé, que vous allez avoir ces différenciations. Comment s'expriment ces différenciations? Eh bien, par différentes modifications, je vous en cite seulement 2. La méthylation de l'ADN. Un ADN méthylé schématiquement est inactif, un ADN non méthylé est actif. La condensation de la chromatine, une chromatine très condensée est inactive. Une chromatine décondensée, comme les pronoyaux, comme les noyaux des blastomères, est très active. Ces modifications de l'activité du génome en fonction de l'environnement vont se poursuivre pendant toute la grossesse et nous reparlerons des relations entre l'embryon et la mère via le placenta. La notion importante qu'il faut retenir, c'est que les perturbations pendant la vie embryonnaire ou fœtale peuvent avoir des conséquences à l'âge adulte. Le métabolisme embryonnaire est étudié pour 2 raisons. D'une part, pour mettre au point les milieux de culture, et d'autre part, pour mettre au point des techniques reconnaissant l'embryon le plus viable à nouveau. On suppose que l'embryon qui a le métabolisme le plus actif est l'embryon le plus viable, donc c'est une voie d'étude actuelle. La régulation, eh bien la régulation, on la voit de façon évidente avec les jumeaux monozygotes. Donc c'est le clivage en 2 d'un embryon et chaque moitié d'embryon va reconstituer un individu entier. Après décongélation, il y a souvent lyse de blastomères et donc la récupération des embryons ayant perdu la moitié parfois de leur blastomère ou un tiers après décongélation atteste des capacités de régulation des embryons à ce stade. Une autre façon pour un embryon de perdre des blastomères, c'est d'avoir un diagnostic préimplantatoire qui suppose une biopsie de blastomère. Et effectivement, on sait que plus il y a de cellules biopsiées par rapport au nombre total de cellules présentes, plus la biopsie est toxique pour la survie embryonnaire. Enfin, le dernier point, c'est que les fragments embryonnaires sont utilisés depuis très longtemps pour tester la viabilité des embryons. Et on transfère de préférence un embryon qui n'a pas de fragments, évidemment. Vous avez ici un schéma qui est très ancien, vous voyez qu'il est de 77, qui montre à quel point les embryons humains ont une viabilité embryonnaire mauvaise. À partir de 100 zygotes au stade fécondation, le coin gauche du schéma, vous voyez qu'au bout de 2 semaines, vous n'avez plus que 50% des zygotes qui sont encore vivants. Ça veut dire que tous les autres ne s'implantent pas. Et s'ils ne s'implantent pas, c'est parce qu'ils sont morts. Et ensuite, au cours du premier trimestre, vous avez la question des
fausse couche qui fait que la courbe continue à descendre jusqu'à une stabilisation au-delà de 12-14 semaines d'aménorrhée. Ça, c'est connu depuis très longtemps. Ce qu'on ne savait pas vraiment, c'était la cause de cette létalité embryonnaire importante. Les premières études, elles datent aussi d'il y a une quarantaine d'années, faites sur les fausses couches, ont permis à monsieur et madame Bouet de prédire que si ce qu'ils observaient sur les fausses couches spontanées était vrai également dans les tout premiers stades de développement, eh bien environ un embryon sur deux portait une anomalie chromosomique et que cela expliquait l'importante létalité embryonnaire. Ça s'est révélé vrai, ça a été vérifié par les études qui ont été faites sur les embryons issus de fécondation in vitro en hybridation in situ. On a confirmé aussi que 2/3 ou 60% des fausses couches du premier trimestre étaient dues à un problème d'aneuploïdie fétale, un nombre anormal de chromosomes, et que plus l'arrêt était précoce, plus cette proportion augmentait. Ces aneuploïdies fétales, donc très fréquentes dans l'espèce humaine, sont majoritairement d'origine méiotique maternelle, 93% des trisomies 21, beaucoup plus rarement d'origine paternelle et rarement également d'origine post-zygotique. Effectivement, les premières divisions embryonnaires sont instables et peuvent donner lieu à un certain nombre d'anomalies. La sélection naturelle dans l'utérus est très efficace à 99% au moment de l'implantation ou après au cours du premier trimestre. Les événements post-zygotiques, je vous ai dit qu'ils étaient plus rares que les événements méiotiques, mais ils existent quand même, en particulier en fécondation in vitro. On ne sait pas bien s'ils sont aussi fréquents en reproduction naturelle, mais on observe des embryons mosaïques, c'est-à-dire le contenu chromosomique différent d'une cellule à l'autre. Cela correspond à des anomalies des mitoses pendant la première semaine. L'inconnu, c'est vraiment le devenir de ces embryons, car la régulation paraît fréquente. Les embryons chaotiques, eux, ne peuvent pas être régulés. Ça veut dire que quand on dit qu'un embryon est chaotique, c'est que le contenu est complètement aberrant d'une cellule à l'autre. Un nombre aléatoire de chromosomes. Ce qu'on retient de tout cela, c'est que cette période préimplantatoire est une période où il y a une instabilité mitotique importante. Cela ressemble à ce qui se passe sur les tumeurs et ça pourrait être lié à deux choses. D'une part, le fuseau qui est différent puisque de vrais centrioles n'apparaissent que, en gros, à J3 et que par ailleurs les points de contrôle, les checkpoints pour parler anglais, sont peu efficaces à ce stade-là, comme pour les tumeurs à nouveau. Une image de contenu aberrant, des caryotypes différents, toutes les cellules sont différentes. La même chose en hybridation in situ, là on a des points de couleur, puisque chaque point de couleur correspond à un chromosome avec une sonde fluorescente. Une autre image en hybridation in situ. Les résultats sont relativement décevants en fécondation in vitro, je vous l'ai déjà dit. Ce que je voulais vous dire sur cette diapositive, c'est qu'il est d'autant plus important de reconnaître l'embryon viable que le transfert de plusieurs embryons n'est pas une solution, puisque cela entraîne un risque important de grossesse multiple. Cela a déjà été légiféré dans certains pays. En Belgique, on n'a pas le droit, dans certaines circonstances, de transférer plus d'un embryon. La cause majeure, effectivement, de problèmes après fécondation in vitro, ce sont les grossesses multiples. Le choix de l'embryon à transférer est donc crucial. Les moyens disponibles, autorisés en France, sont peu nombreux. Il s'agit de la morphologie conventionnelle, relativement inefficace, et du suivi morphocinétique, ce qu'on appelle le time-lapse, observation vidéo, dans les étuves ou dans des étuves conçues
avec une observation vidéo. Ce sont les seuls moyens disponibles en France lorsque le couple n'est pas porteur d'une anomalie génétique lui donnant accès au diagnostic préimplantatoire. Il est effectivement autorisé en France de diagnostiquer les déséquilibres chromosomiques liés à un remaniement porté par les parents. Mais lorsqu'un couple n'a pas ce type d'aspect chromosomique, il est interdit d'explorer le contenu chromosomique de l'embryon, pour l'instant tout au moins. En dehors de la France, un screening préimplantatoire des aneuploïdies est possible et effectué soit systématiquement, soit par exemple lorsque la femme est âgée, lorsque un couple est en échec d'implantation ou dans différentes indications, mais parfois de façon systématique. Au-delà de l'analyse du contenu chromosomique, on peut penser que les nouvelles techniques de génétique, les nouvelles techniques de la génomique, les omiques, comme on dit maintenant, vont permettre de choisir avec plus de pertinence l'embryon qui a les meilleures chances de développement. Alors, d'abord, le suivi continu, le plus sensible par rapport à la morphologie conventionnelle, une objectivité meilleure que la morphologie conventionnelle, mais des algorithmes à établir et des algorithmes qui permettent de prédire la viabilité en fonction d'une cinétique. Ces algorithmes sont à refaire si on change les conditions de culture, en particulier les milieux. Donc c'est en fait un travail un petit peu harassant et l'obstacle majeur, c'est le coût important de ces méthodes. Quelles sont les patientes qui bénéficieraient au mieux du screening chromosomique avec une technique invasive? Les patientes âgées, puisqu'elles ont davantage d'anomalies, les couples en échec d'implantation, les couples ayant eu des antécédents d'aneuploïdie, soit interruption médicale de grossesse, soit naissance pathologique, et enfin les couples à fausse couche à répétition, car cette difficulté est souvent liée à des problèmes chromosomiques. Le choix de l'embryon à transférer, je vous le disais, peut être encore amélioré si on utilise les techniques dites omiques. Je vais vous parler en fait d'une seule, c'est la puce à ADN, qui permet de détecter pas seulement l'aneuploïdie d'un chromosome entier, mais un déséquilibre chromosomique localisé. L'intérêt du suivi morphologique étant pour moi uniquement de déterminer les groupes à risque pour aller vers les techniques génétiques les plus fines. Voici le principe de la technique de puce ou micro-arrêt. Vous allez mettre en compétition sur une même lame qui comporte un grand nombre de fragments d'ADN, donc un grand nombre de zones où vous allez tester votre ADN. Vous allez mettre en compétition deux ADN. Votre ADN à tester qui est en vert et votre ADN de référence normal qui est en rouge. Lorsque l'ADN que vous voulez tester gagne la compétition par rapport à l'ADN de référence, ça veut dire que vous avez un excès de matériel par rapport à la norme. Lorsque l'ADN à tester perd la compétition, ça veut dire que vous avez une insuffisance de quantité d'ADN. Et lorsque la compétition est égale, ça veut dire que vous avez un résultat normal dans cette zone. Donc vous allez regarder chacun de ces fragments d'ADN, chacun de ces spots, comme on dit, et vous allez regarder si vous avez soit quelque chose de normal, soit un excès, soit une insuffisance. Un exemple de graphe, tous les deux anormaux, un avec une aneuploïdie un petit peu complexe et un autre totalement chaotique. Quels sont les espoirs? D'une part que ces techniques deviennent moins chères, d'autre part qu'on ait d'autres types de prélèvements et si possible moins invasifs, comme par exemple le liquide du blastocyste, et que cela puisse être autorisé en France.
L'autre espoir, c'est les transcriptomiques, puisqu'on pourrait ne pas se contenter de chercher seulement les déséquilibres chromosomiques, mais chercher les modifications géniques. Et enfin, l'espoir, c'est de quitter l'embryon, puisqu'il semble bien quand même que l'ovocyte soit le plus souvent responsable des anomalies, c'est d'utiliser le globule polaire, qui est sa cellule petite sœur, qui donne des renseignements sur l'ovocyte, ou les cellules qui sont autour, qui sont les cellules du cumulus. Tout cela nous permet d'espérer que le choix de l'embryon à transférer ne sera plus seulement un vœu pieux, mais sera quelque chose d'efficace, ce qui malheureusement n'est pas complètement le cas, en particulier en France, mais pas que, en 2017. Les échecs de développement. Les arrêts de développement en fécondation in vitro peuvent être observés à toutes les étapes. Dès le stade zygotique, il y a des blocages au stade pronoyau. C'est rare, mais cela arrive. Et le plus souvent, vous avez des blocages lorsque vous prolongez la culture, puisque le moment majeur de blocage en culture, c'est le moment de la mise en route du génome embryonnaire. Les cultures dites prolongées jusqu'au stade blastocyste ont l'avantage de produire des blastocystes qui ont de meilleures chances d'implantation que les embryons à J2 ou J3, mais ont l'inconvénient d'entraîner le blocage d'un certain nombre d'embryons pendant cette culture. Ces échecs de développement peuvent être liés à des facteurs maternels. On parle beaucoup de l'âge de la dame et des facteurs cytoplasmiques altérés dans les ovocytes de femmes dites âgées. Alors âgées en fécondation in vitro, c'est plus de 35 ans, 40 ans, mettons. Cela existe effectivement. Il y a des facteurs paternels et on pense en particulier au centrosome qui est apporté par le spermatozoïde et qui va être crucial pour les premières divisions. Ce qu'on observe et qui est la cause majeure sans qu'on en connaisse vraiment l'origine, c'est la fragmentation nucléaire. Les embryons qui ont de très nombreux fragments sont peu souvent capables d'implantation. Enfin, je vous ai annoncé un mot sur l'intérêt médical des cellules souches embryonnaires. C'est bien évidemment le clonage, mais je crois que ça pourrait faire l'objet d'un cours entier. Nous en avons bien assez aujourd'hui. Et donc tout ce que je vous rappelle, c'est qu'effectivement ces cellules peuvent être à l'origine du clonage. Et je vous remercie.